Tranche de couple, La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max. saison 4. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on vous souhaite la bienvenue dans ce 18e épisode de la saison 4 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler sobrement La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. Et on se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours Tranche de couple, comme le nom du podcast, ou par email, tranche, le chiffre 2, couple@gmail.com. Enfin, n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager cet épisode s'il vous a plu. Alors, petit disclaimer aujourd'hui, on enregistre ce podcast le dimanche 23 avril. Vous comprendrez du coup aussi pourquoi c'est un certain lien avec certains sujets du podcast, mais c'est surtout que le week-end prochain, ça va être compliqué, donc on fait en avance. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, sachez que nous avons 7 jours d'avance. Alors, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on va parler d'abord des matérialisations des passeports et des cartes d'identité. Pour ou contre ? Alors effectivement, Guillaume, dématérialisation des passeports et des cartes d'identité pour ou contre, pourquoi est-ce qu'on traite de ce sujet aujourd'hui ? Alors je vais revenir sur une initiative de la Commission européenne qui a publié en février 2020 une stratégie sur une Europe numérique intitulée « Façonner l'avenir numérique de l'Europe ». Cette stratégie, elle visait à travailler sur les titres de voyage et de séjour dans l'Union européenne pour en étendre la portée, notamment en renforçant la numérisation pour améliorer les outils de lutte contre la fraude documentaire, mais aussi promouvoir la fluidité des déplacements transfrontaliers et du contrôle des voyageurs. Cette stratégie vise à adresser les questions de résilience des infrastructures de données, des réseaux, des communications, à soutenir le développement des technologies qui pourront améliorer la vie quotidienne des citoyens. Et du coup, il y a une stratégie ou une vision pour la transformation numérique de l'Europe d'ici 2030 qui a été présentée. Avec 4 axes principaux, dont la numérisation des services publics, avec l'objectif que 80% des citoyens puissent utiliser une carte d'identité numérique. Alors du coup, pourquoi ? Parce que la société de l'Union européenne, elle est mobile. Ça, c'est grâce à Schengen. Vous en êtes tous conscients. On peut passer, en gros, les frontières à l'intérieur de l'espace Schengen. Il y a des millions de citoyens de l'Union européenne et des ressortissants de pays tiers, donc des pays hors de l'Union européenne, qui franchissent chaque jour les frontières intérieures et extérieures de l'Union. On a près de 1,7 million de personnes qui résident dans un pays Schengen tout en travaillant dans un autre. Donc ils bougent en gros chaque jour. Et on estime à 3,5 millions de personnes ceux qui chaque jour franchissent une frontière intérieure. Selon les estimations, les Européens effectuent chaque année 1,5 milliard de déplacements au sein de l'espace Schengen, ce qui profite aussi grandement au secteur du tourisme. Or, de plus en plus, les solutions numériques et technologiques sont mises en place pour renforcer la sécurité et permettre des déplacements plus fluides. On vous a parlé dans certains épisodes des bornes paraphes ou pour passer les frontières, les contrôles aux frontières grâce à une machine plutôt que de faire la queue pour aller voir un douanier physique, ce qui permettait d'aller beaucoup plus rapidement. Il faut voir aussi qu'il y a une ambition au niveau mondial de dématérialiser les documents de voyage et l'Union européenne veut être ainsi dire à l'avant-garde également pour que l'industrie européenne soit bien placée pour promouvoir ces nouvelles technologies, ces nouvelles solutions. Il y a une norme DTC de l'Organisation de l'aviation civile internationale qui vise à normaliser les identités numériques de voyage à l'échelle mondiale. L'objectif, c'est que vous puissiez vous balader avec votre carte d'identité numérique, je sais pas, sur votre smartphone, et que vous puissiez aussi l'utiliser pour prendre l'avion, y compris en dehors de l'Union européenne. Donc l'objectif, c'est bien d'avoir une norme mondiale. Ça doit remplacer soit temporairement, soit définitivement un passeport classique en ayant cette représentation numérique de confiance de l'identité du voyageur qui sera en toute sécurité, donc qui sera validé avec une infrastructure, ce qu'on appelle la clé publique, c'est-à-dire qu'en gros, on pourra vérifier, tout douanier ou toute personne pourra vérifier que c'est authentique. Ça veut dire que du coup, Guillaume pourra impunément oublier sa carte d'identité à la maison. Là, par exemple, effectivement. Et c'est j'adore, c'est prévu pour moi, ça. Et je pense que c'est aussi une attente d'un certain nombre de la jeune génération
qui finalement, elle a tout, elle a sa carte bancaire sur son smartphone. Elle a ses billets de train sur son smartphone. Et il y a aussi une initiative, on en reparlera probablement, mais pour... La génération Y, parce que la génération Z, ils sont incapables d'utiliser un clavier. Dématérialiser aussi mentir, on n'est pas rendu. le permis de conduire, par exemple. Donc on y reviendra. Et donc, comme toujours, en fait... Pied du véhicule, s'il vous plaît, inspecteur Carrois. Exactement. Alors pour les Belges, vous comprendrez. Pour les autres, sorry. Vous nous demanderez l'explication. Et donc, dans l'Union européenne, en fait... ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que la Commission prend une initiative, donc d'ordre législatif, elle présente une proposition. Ensuite, elle consulte. Elle fait une consultation. Elle fait d'abord une étude d'impact pour vérifier quelles pourraient être les conséquences de cette proposition de législation. Donc ensuite, elle propose sa législation et ensuite, elle fait toujours ce qu'on appelle une consultation publique. C'est-à-dire qu'elle dit, je souhaiterais proposer telle ou telle solution. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, on a à la fois les entreprises, on peut avoir des administrations, on peut avoir des citoyens qui commentent. Et donc, la Commission a lancé une consultation publique sur cette proposition de numérisation des documents de transport, avec différentes options. Alors, soit on maintient le statu quo, donc en gros, chacun se débrouille. Certains pays peuvent être en avance et avoir une numérisation des papiers d'identité, puis d'autres pas. On pourrait avoir une dématérialisation des documents de voyage sur la base d'une norme commune de l'Union européenne, mais sans règles relatives à la facilitation des déplacements. Donc, en gros, on fixe une norme un peu générale, mais après, chacun se débrouille. On pourrait avoir une dématérialisation des documents de voyage sur la base de la norme de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Donc, en tout cas, au moins, on serait sur la base de la norme internationale et donc on n'aurait pas forcément une déviation parce que dans l'option précédente, c'était l'Union européenne qui se décide dans son coin et puis si c'est pas vraiment en ligne avec ce qui est agréé au niveau mondial, c'est pas très grave. Une autre option, ce serait d'avoir une dématérialisation des documents de voyage sur une base volontaire, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas obligé de l'utiliser, mais ceux qui le souhaitent peuvent l'utiliser. C'est ça? Ou est-ce que c'est l'inverse? Oui, c'est-à-dire qu'on met en place cette dématérialisation, mais effectivement, on n'est pas obligé de l'utiliser. Après, la question de la base volontaire, c'est aussi la base volontaire pour les États membres, c'est-à-dire que certains États membres pourraient décider de ne pas l'utiliser. L'option suivante, c'est une dématérialisation qui est obligatoire des documents de voyage et une facilitation obligatoire des déplacements. Et la dernière option, c'est d'avoir un passeport numérique, une carte d'identité numérique qui permet des voyages totalement fluides. Donc aujourd'hui, vous savez que la raison pour laquelle la carte d'identité en France, elle a changé pour devenir un format carte de crédit, c'est parce qu'il y a eu un accord au niveau de l'Union européenne pour avoir un format unique et commun, comme c'était le cas pour les passeports par exemple, pour les cartes les permis de conduire. Et donc, on a tous une carte d'identité dans l'Union européenne qui globalement reprend les mêmes choses. Il n'y a pas un format unique, parce que chacun... la taille est unique, les éléments qui y figurent sont uniques, mais après, à chacun de voir s'il veut mettre du bleu, du blanc, du rouge, comme il veut. Voilà. Et donc, on en est à cette phase de consultation publique qui vient de se terminer. Donc, on peut voir sur le site, et on vous mettra le lien, de là où l'Union européenne publie. Donc, il y en a des commentaires. Globalement, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait un certain nombre de citoyens qui ne voulaient pas d'une identité numérique dématérialisée pour globalement éviter de se faire pister, pour des questions de soutien préservation de la vie privée. En gros, si jamais tout est dématérialisé, on se retrouvera à pouvoir tracer les gens partout. Personne ne les obligera à utiliser cette carte dématérialisée. C'est pénible, ça. Donc l'autre position que j'ai vue, c'est des gens qui disent OK pour mettre en place une carte, des documents de voyage numériques, mais gardons l'option d'avoir la carte, le document de voyage papier. Ce qui, à mon avis, de toute façon, est assez réaliste. Je ne vois pas qu'on arrête complètement d'avoir des documents papier. Comme le paiement par carte dématérialisé, c'est comme tout. Il y a des gens qui ça parlera jamais, qui n'y arriveront jamais, et qui préféreront toujours utiliser le papier, il n'y avait pas de souci. Mais par contre, n'empêchez pas les autres d'utiliser des outils pratiques. Voilà. Après, je pense que une des grandes questions, à mon avis, ce sera quand même effectivement la sécurisation, le degré de normes de sécurité.
Je pense que tout ça, ça va aussi en lien avec la question de l'identité numérique de manière plus générale. Hein. On voit qu'il y a différentes tentatives, on voit qu'il y a différentes expériences. En Belgique, la question de l'identité numérique, ou en tout cas d'utiliser la carte d'identité avec une puce dessus pour avoir accès aux services numériques, avoir accès à des comptes des différents services publics, c'est très développé. En France, par exemple, c'est quand même un petit peu plus en développement. On a la notion de France Identité qui permet de se connecter, par exemple, aux impôts ou à Amélie pour la sécurité sociale, pour la santé. Voilà, ce genre de choses. Mais effectivement, on en est tous un petit peu, on en est tous à des niveaux un peu différents. Et donc, c'est aussi intéressant à l'échelle de l'Union européenne, notamment pour ces sujets de documents de voyage, d'avoir une approche. Voilà, on ne sait pas si vous êtes pour ou contre, dites-le nous dans les commentaires que vous nous ferez sur cet épisode. Et puis c'était juste pour vous tenir informé qu'il y avait ce sujet-là. Donc la prochaine étape, c'est que le Conseil, donc là, les États membres et le Parlement vont discuter de cette proposition. Et donc on va pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qui va avoir lieu. Il faut aussi avoir en tête que ce genre de législation, ça met beaucoup de temps à être, en fait, une fois que c'est adopté, ça met beaucoup de temps à être, mis en œuvre, parce que il faut que d'abord ça soit traduit au niveau national, que les lois soient votées pour refléter la législation européenne, et puis après, il faut laisser un peu de temps pour s'adapter, quoi. Voilà, c'est tout. Merci Max. Alors, quand on parlait de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, est-ce que ça va être le vase climatique ? Je ne sais pas, mais vous savez qu'on vous parle souvent de l'évolution, notamment des différents rapports du GIEC. Eh bien, une fois de plus, voilà un rapport qui est passé un peu inaperçu dans le flot d'informations habituelles, victime aussi d'un blackout, voire de manipulation par certaines chaînes et certains médias réac, on y reviendra. Le dernier rapport donc, du GIEC, paru en mars, apporte pourtant une fois encore une lumière crue sur les enjeux immenses que l'humanité devrait affronter pour limiter les effets du changement climatique. Le 20 mars dernier, le GIEC a en effet publié son 6e rapport sur le climat. Cette synthèse donne un aperçu de la compréhension scientifique actuelle de la crise climatique, causes, conséquences et solutions pour y faire face. Il s'agit d'agir radicalement au cours de la prochaine décennie pour s'assurer un futur viable. Voilà ce que dit en somme la synthèse. Cette synthèse fait suite à la dernière, publiée en 2014, et elle servira de base pour les futures négociations COP, un format dont on vous a déjà parlé plusieurs fois ici. Plusieurs constats donc dans ce rapport. Tout d'abord, il n'est plus possible de contester que les dérèglements climatiques sont en grande partie liés directement ou indirectement à l'activité humaine, c'est scientifiquement prouvé. Et par ailleurs, on ne fait pas assez pour y remédier aujourd'hui. Les plans existants, même les plus ambitieux, sont insuffisants. Il existe des solutions techniquement faisables, mais insuffisamment soutenues, et surtout elles demandent d'être mises en œuvre rapidement. Consommer moins grâce à l'efficacité énergétique, opter pour une mobilité libérée des énergies fossiles, produire de l'énergie zéro carbone, rendre notre agriculture plus respectueuse de l'environnement, préserver et restaurer la nature, cesser de surconsommer, arrêter de gaspiller. Mais c'est aussi un problème qui se heurte au fait que certains, notamment les Européens, font nettement plus que d'autres, par exemple les Nord-Américains, à développement équivalent. Et que faire pipi dans la douche, quand les clims fonctionnent à 18, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase et ça laisse un peu perplexe. Eh oui, j'avais promis que je le caserais, je l'ai casé. La deuxième chose que l'on peut trouver dans ce rapport, c'est que des réductions profondes, rapides et prolongées des émissions conduiraient à un ralentissement visible du réchauffement mondial en environ 2 décennies. Donc, en principe, il est possible encore de ralentir ce réchauffement climatique et de nous donner plus de temps pour nous y adapter, même si l'objectif, c'est vraiment de le limiter avant de nous y adapter, et surtout de donner la possibilité aux générations futures de vivre dans un monde plus vivable. Et enfin, ce rapport du GIEC est un nouvel appel aux dirigeants politiques. Les scientifiques exhortent les pays à respecter les engagements pris lors des sommets pour le climat ces dernières années. Un respect qui fait encore aujourd'hui défaut. Le président du GIEC rappelle que ce rapport est un message d'espoir. Nous avons le savoir-faire, la technologie, les outils, les ressources financières et tout ce dont on a besoin pour surmonter les problèmes climatiques que nous avons identifiés. Mais ce qui manque pour l'instant, c'est une volonté politique forte afin de les résoudre une fois pour toutes.
Dont acte, voilà ce que dit le rapport. Alors je voulais aborder aussi un deuxième point qui est celui de la gestion justement par les médias. Dr Jenkins et Mr Hyde, un groupe d'experts a analysé ainsi la manière dont les chaînes de télévision du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Australie, du Brésil et de la Suède ont couvert la sortie du rapport du GIEC, le dernier en 2021. Leur conclusion tient en une phrase: nous constatons que le scepticisme à l'égard de la science du climat est de plus en plus absent des chaînes grand public, mais toujours répandu dans les chaînes de droite et d'extrême droite. Paradoxalement, remarque Laurent Cordonnier, directeur de recherche à la Fondation Descartes, les médias français ont augmenté leur savoir et leurs compétences sur le sujet du changement climatique et le traitent de mieux en mieux, à l'exception notable des médias plutôt jugés d'extrême droite ou réactionnaires, comme CNews, qui continuent de véhiculer des propos climato-sceptiques. Merci, Pascal Praud. On ne le dira jamais assez, une opinion n'est valable que si elle est bien informée, surtout sur des sujets aussi sensibles. Et non, Facebook, LOL ou Twitter, méga LOL surtout en ce moment, ne sont pas des plateformes acceptables en matière d'information éclairée. Comme on dit, faites vos propres recherches, mais faites-les sur des sites où trouvez des informations qui viennent directement des scientifiques et qui n'ont pas été galvaudées ou changées ou modifiées ou manipulées, notamment par des espèces de chroniqueurs néo-conservateurs du XXIe siècle. Et on rappellera que non, le climat n'est pas le problème des autres. Toutes les régions du monde sont ou seront à moyen terme touchées par les conséquences. Et c'est aussi à chacune et à chacun de mobiliser celles et ceux qui décident et qui nous gouvernent pour se lancer dans des plans ambitieux pour limiter les effets, et pas seulement en s'adaptant, mais aussi et d'abord en limitant, car c'est encore possible pour quelques années encore. Merci Guillaume, et on espère que effectivement, les choses vont changer. Chacun a sa petite part. Nos gouvernants prendront les choses à bras-le-corps. Exactement. Et chacun aussi, nous citoyens, nous avons notre petite part à faire. Oui, tout à fait. Et je crois que ça fait un petit lien avec un sujet. Chaque geste compte. J'ai parlé du pipi dans la douche, c'était un peu ironique, mais en même temps, il y a des gestes qu'on peut faire au quotidien qui sont simples. Prendre le train, recycler, qui ont un impact localement. Mais limiter le les climat déchets. est une question mondiale. Merci Guillaume, et donc je voulais juste simplement faire le lien avec un sujet qu'on avait traité ces quelques derniers épisodes, simplement pour dire que nous avons vendu notre voiture. Ah, mais on vous en reparle tout de suite dans notre rubrique Vie de couple. Exactement. Alors peut-être pour clore cette rubrique d'information, rubrique d'actu, décryptage de l'actu, je voulais revenir sur les déclarations scandaleuses de l'ambassadeur chinois en France, Lu Shai, sur LCI le 22 avril dernier. Alors, juste pour remettre le show dans le contexte, les Chinois sont quand même des grands spécialistes, notamment sur les réseaux sociaux, des provocations par des diplomates, par des dirigeants, par des gens de haut niveau, vis-à-vis notamment de l'Europe et des États-Unis. Oui, mais en même temps... Mais là, on atteint un autre niveau parce qu'on quand est sur c'est un une ambassadeur ambassadeur d'un pays qui porte une parole sur une chaîne nationale d'information dans une interview qui de toute façon sera reprise, c'est quand même une position qu'on ne peut pas dire que ce soit un dérapage. Ce genre de personne, ce genre de diplomate professionnel, surtout d'un pays comme la Chine, surtout dans un pays comme la France, jamais des dérapages, ne fait pas de dérapage. Sur Twitter ou sur Facebook. Hein. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur ? En gros, il a remis en cause la légitimité juridique des frontières des pays ex-soviétiques en disant que, globalement, il n'y avait pas... tous ces pays qui étaient issus de l'Union soviétique lorsqu'elle s'est désintégrée, en fait, n'avaient pas de souveraineté propre. En gros, c'est pour ça que finalement, le fait que la Russie ait envahi l'Ukraine, finalement, c'est un conflit intérieur. En fait, ça n'est pas du tout un pays souverain qui attaque un autre pays souverain. Alors naturellement, du coup, ça ne s'applique pas que à l'Ukraine, mais ça s'applique à un certain nombre de pays de l'Union européenne qui faisaient partie de l'Union soviétique auparavant. Vous vous rappelez, en 2004, l'expansion de l'Union européenne à tous ces pays de l'ancienne Union soviétique. Donc les pays baltes ont dénoncé très fortement ces propos en convoquant notamment l'ambassadeur chinois dans leur pays. Le ministre lituanien des Affaires étrangères a déclaré que c'était ce type de déclaration qui ne convaincrait pas du rôle de médiation proposé par la Chine dans le conflit entre la Russie et la Chine.
Le Quai d'Orsay, donc le ministère français des Affaires étrangères, a une réaction très claire par rapport aux propos de l'ambassadeur chinois en France, en disant qu'ils avaient pris connaissance avec consternation des propos de l'ambassadeur de Chine en France concernant les frontières des pays devenus indépendants à la chute de l'Union soviétique en 1991, 91 pour nos amis belges. Il revient à la Chine de dire si ces propos reflètent sa position, ce que nous espérons ne pas être le cas. Nous marquons notre pleine solidarité avec l'ensemble de nos alliés et partenaires concernés qui ont acquis une indépendance tant attendue après des décennies d'oppression. Et concernant l'Ukraine spécifiquement, elle a été reconnue internationalement dans des frontières incluant la Crimée en 1991 par la totalité de la communauté internationale, Chine comprise, à la chute de l'URSS comme nouvel État membre des Nations Unies. L'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 est illégale au regard du droit international. La Charte des Nations Unies, fondée sur le principe de souveraineté et d'intégrité territoriale, interdit l'acquisition de territoires par la force. Fin des guillemets. Merci Max, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, effectivement, et j'espère me tromper, mais on y voit quand même une espèce de, comment on dit, un chemin vers une remise en cause du droit international et des frontières telles qu'elles existent aujourd'hui, qui pourrait être bien pratique, notamment pour la modification du statu quo sur Taïwan, dont on vous a parlé dans notre épisode 17. Exactement, c'est globalement une espèce de banalisation d'un discours qui, à force d'être répété, d'être entendu, on contribue aux fake news et au fait que certaines personnes puissent se dire « Ah, mais finalement, peut-être qu'ils ont raison. Non, mais finalement, l'Ukraine, ça appartient à la Russie. Non, mais bon, au final, c'est juste les Américains ou c'est juste les Européens qui ont forcé la Russie. » Enfin, voilà. Faut quand même être très attentif, mais c'est tout à fait... Enfin, tu le disais, Guillaume, les diplomates chinois, ces dernières années, parce que maintenant, c'est plus ces derniers mois, ces dernières années, se sont fait les champions de ces dérapages contrôlés. Mais c'est scandaleux parce que ils diffusent finalement une réalité alternative, en fait. C'est ça, alternative fact. Guillaume, c'est toi qui nous fais le point Belgitude aujourd'hui ? Alors oui, aujourd'hui je vous fais le petit point Belgitude avec un accent belge un peu ridicule, mais c'est pas grave, hein. On essaye quand même, ne m'en voulez pas. Et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, puisqu'on vous parle de frites. Eh ben oui, en cornet, emballé, à emporter avec sauce ou sans sauce. On vous a déjà expliqué combien la frite est une institution au plat pays. Et il n'est donc pas étonnant que la télé diffuse cette année un concours de la meilleure friterie, qui a vu s'affronter 12 frituristes, mais oui, en belge dans le texte. Pour bien remettre dans le contexte, il y a quand même moult concours en Belgique pour décider qui est la meilleure friterie. Alors qu'en vrai, Max, il n'y a pas vraiment de débat. Non, il n'y a pas de débat. Voilà, on est tous d'accord. Sauf que ce concours a vu l'emporter la friterie la friterie Al-Baraka Frites. Oh, je suis bête. Al-Baraka Frites, une friterie du Hainaut qui a donc remporté par 51, bah oui, je sais, c'est 51,7% des voix, face à Master Frites et Passion Frites. On reste dans le sujet, pas de surprise, c'est comme les coiffeurs, jusque-là, voilà. Sauf que badamou, boum ou patatras, certains téléspectateurs sur les réseaux sociaux, jamais avares de commentaires, contestent le résultat. Là où les raisons, la dernière épreuve, celle qui a permis de départager les 3 finalistes, ne s'est pas jouée sur les frites, mais sur les sauces. What ? Eh oui, sur les sauces. Mais je crois que c'était le concours sur la meilleure friterie. Bah oui, mais pour les départager, ils ont joué sur les sauces. Et puis surtout, les gens pouvaient voter par une plateforme électronique qui aurait eu un problème, qui aurait empêché certains de se connecter et de voter. Et puis justement, ce système de vote qui favoriserait davantage l'établissement qui a le plus de contacts plutôt que celui qui a la meilleure qualité. Et puis, ça manque de représentativité, pas assez de friterie flamande. Pas très étonné sur une télé francophone d'ailleurs. Tu veux dire qu'en fait, c'était juste la meilleure friterie de la Belgique francophone. C'est ça. Il y avait une friterie à Bruxelles. Hein, c'est un peu. Enfin, on reviendra pas là-dessus. Ça pourrait faire l'objet d'un podcast complet. Et puis, d'ailleurs, on devrait faire un podcast au mois de juillet, un podcast Le Roi, la Loi, la Liberté ou un truc comme ça le 21 juillet une fois. Spécial Belgique. En général, le 21 juillet, on est en vacances. Oui, je sais, mais je y pense maintenant. Enfin bref. Last but not least, le pire du pire, la friterie gagnante, accrochez-vous, utilise des frites surgelées. Et là, on est absolument d'accord. C'est la goutte d'eau qui fait c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a pas moyen. Ah non, mais grave pas. C'est une histoire belge typique du coup qui a réussi à regrouper dans un sujet somme toute anodin tous les petits et les grands tracas de ce pays. Et en gros, finalement, il y a personne qui est d'accord. C'est ça. Voilà. C'est génial. On y est. On a plein de choses à vous dire. Oh, c'est ouf. Dans notre rubrique, donc, vie de couple. D'habitude, on galère un peu pour vous parler de notre vie de couple, parce que pour un podcast sur la tranche de couple, franchement, ça craint, quoi. Mais alors là, on a pas mal de sujets. Et alors, on va commencer, Guillaume, par le sujet de la vroom vroom.
Eh ben oui, ça fait plusieurs podcasts déjà qu'on vous en parle. C'est un pas que l'on a hésité longuement à franchir, mais que pas mal de choses nous ont fait nous dire qu'il était peut-être temps de le faire. Nous avons vendu Choupette. Non, Titine. Choupette, c'était la mienne. Pardon, oh l'émotion. Maurice, quoi. Maurice. On a vendu Maurice, voilà. Bah oui. Non, mais ça fait un petit truc au cœur, parce que ça fait quand même depuis globalement quasiment le moment où on est arrivé en Belgique, en 2015, qu'on a cette voiture, cette petite Citroën. Et, elle nous a suivis partout. Elle a fait beaucoup de kilomètres avec nous. Alors, pas tant que ça à l'échelle de la voiture, parce que finalement, en 7 ans, on en était à 110 000 kilomètres. Donc, c'était pas non plus... elle aurait pu en faire quand même beaucoup plus. Mais on a fait pas mal de voyages. Oui, absolument. On est arrivé à 108 000 et quelques kilomètres. Elle nous a vraiment suivis partout. Elle a vu plein de nos aventures qui sont arrivées ces années, nos grands séjours d'été, notre mariage. Qu'est-ce qu'elle a vu d'autre? Ouais, plein de choses. Le sud de la France, le nord de la France, l'est de la France, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas. Les Pays-Bas, on est allé à Amsterdam en voiture une fois, c'est vrai. Bref, elle nous a bien suivis, elle nous a bien servi, mais c'est vrai qu'à un moment donné, entre le fait que c'était une voiture quand même diesel, et puis le fait qu'elle commençait quand même à nous coûter cher. Des petites réparations merdiques qui commençaient à s'accumuler. À coût de 800 € à la fois, font quand même un peu réfléchir. Non, puis globalement, on l'utilisait pas assez pour avoir une voiture en permanence, vu qu'on se déplace toute la journée, au quotidien en vélo, qu'on prend même très peu en fait les transports en commun à Bruxelles, et que la majorité de nos déplacements le week-end en fait se passent en train désormais. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est plein de choses qui ont fait que voilà, on a fini par franchir le pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de nouveau une voiture dans quelques années, mais en tout cas, pour l'instant, on va profiter d'un moment sans voiture. Et c'est bien parce que parmi tous les petits sujets qu'on vous a dit de qu'est-ce que notre voiture a fait avec nous, vous verrez, il y a des liens avec les autres sujets de la vie de couple, donc c'est assez chouette. Et alors du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'on bénéficie d'une petite prime par la région de Bruxelles, capitale. Quand vous radiez votre plaque, quand vous vendez votre voiture et que vous vous engagez à ne pas en racheter une pendant une durée d'1 an, vous avez droit à une prime, effectivement, qui dépend de combien vous gagnez ou combien vous êtes dans le ménage, mais qui vous permet, en gros, d'avoir un crédit d'argent, soit auprès ou même plusieurs choses en même temps, compagnie de taxi, mobilité, des voitures partagées, mobilité partagée, ça peut être des voitures, des trottinettes, des vélos. Il y a un service aussi qui permet d'acheter des billets de train. Enfin, il y a pas mal de choses. C'est plutôt bien fait et c'est plutôt incitatif parce que quand ça rajoute aux économies qu'on fera ces années suivantes. On a les chances de pouvoir le faire. Et l'épisode suivant, c'est qu'on vous racontera notre trip cet été en voiture électrique. Parce que nous avons loué une voiture électrique. Ça, c'était un grand sujet, je vous l'ai dit. J'ai annoncé, donc c'est annoncé compte double. Si on se retrouve à louer une voiture pour notre périple d'été, qui est quand même difficilement faisable en train, on va pas se mentir, avec tout le bordel qu'on trimballe. Et surtout, on va dans des endroits où il n'y a pas forcément de gare. Bonjour, mur de Barès. Et bien du coup... C'est très beau l'Auvergne. L'Aveyron, oui, tout à fait. Alors c'est celui qui n'est pas d'Auvergne et d'Aveyron qui dit à l'autre que le mur de Barès c'est dans l'Aveyron, c'est ça? Ouh lolo, si tes grands-parents t'écoutaient. Bref, donc on est très content, on a réussi à louer une voiture électrique, on va faire un petit road trip de à peu près 2500-3000 km. 3500. Voilà, et donc on pourra confirmer que c'est possible de faire un road trip en voiture électrique avec ce genre de voiture. Et on clôt ce premier sujet, on passe au suivant, Guillaume ? Absolument. Deuxième sujet, on a fait, pas plus tard qu'hier, on a passé une chouette journée. Oh là là, c'était trop bien. On a fait 2 cours, enfin un cours, mais non, 2 cours d'initiation à l'œnologie que j'avais offert à Max et puis que Max m'a offert ensuite pour qu'on puisse le faire tous les deux, avec la contribution des frères et sœurs de Max. Et on a passé une chouette journée. On a quand même passé en revue, je pense, une 20aine de bouteilles de vin. On vous mettra les photos. On vous mettra les photos, on vous mettra la photo, surtout celle qui est lisible, parce que du coup, Max a pris en photo les bouteilles, mais c'était à la fin de la deuxième session, et du coup, les bouteilles de la première session, elles étaient toutes les unes contre les autres. C'est pas grave, ça montre le nombre de bouteilles qu'on a dégustées. Bon, c'était chouette, c'était une session on était 18-19 personnes à chaque fois.
Et en gros, on a une première session d'initiation le matin sur vraiment ce que c'est comment apprendre à connaître le vin, les différentes composantes, comment est-ce que c'est fait, d'où le terroir, voilà, disons des choses plutôt basiques. Et puis l'après-midi, une session sur les arômes du vin, apprendre à reconnaître dans un vin qu'est-ce qu'on reconnaît, arôme primaire, arôme secondaire, arôme tertiaire. Donc c'est ça, hein. Exactement. Il y a plein d'étapes différentes dans l'évolution du vin qui permettent de savoir et d'étudier une bouteille quand on la reçoit sans forcément savoir voir l'étiquette. On peut déjà se donner un peu une idée d'où elle vient, de quel type de vin c'est, quel âge il a. Et c'est pas si compliqué que ça en vrai. Ça demande un petit peu ça demande de l'entraînement en fait. Mais ça demande un peu de connaissance aussi. Oui. Mais c'est vrai qu'on a appris globalement aussi à déguster un vin sans le boire. Parce que vous imaginez bien, on a quand même ouvert 17 bouteilles hier, qu'on a tous goûté. Et donc, on a beaucoup recraché, hein, n'est-ce pas? Parce que si tu commences à avaler les bouteilles, là, tu ne tiens pas la matinée, puis tu ne tiens pas surtout la journée. Non, tu ne tiens surtout pas la journée. Mais on a quand même plutôt réussi à tenir la journée. Mais c'est vrai qu'avec les vapeurs d'alcool aussi... il fallait s'aérer un peu l'esprit après. Hein. C'est ça. Mais en tout cas, très chouette. Très chouette. Ça encourage à faire des dégustations dans des caves pour aussi savoir un petit peu avec quel type d'accompagnement, parce que c'était un grand sujet de ces cours d'œnologie, c'était aussi de savoir quel type de vin va avec quel repas, avec quelle partie du repas. Voilà, qu'est-ce qu'on met à l'apéritif, comment est-ce qu'on commence un repas. Globalement, il faut plusieurs bouteilles, hein, globalement. On ne vous cachera pas, c'est plutôt bon pour le marché du vin. Mais si vous voulez faire les choses correctement, il faut plusieurs bouteilles parce que forcément, c'est un plat, un vin. Donc vous imaginez. Voilà. Et alors, le pire du pire, Max, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Max, c'est un fromage, un vin. Ouais, alors ça, je demande à voir. Donc, il paraît que ce formateur fait des soirées dégustation vin-fromage. À voir. Je demande à voir. Alors, on va faire un dernier sujet sur la vie de couple qui va aussi, du coup, nous permettre de clore le podcast parce qu'on a déjà parlé beaucoup. Mais c'est un sujet qui est important aussi parce qu'aujourd'hui, on est le dimanche 23 avril, le jour où on vous a dit qu'il y avait des petits hint dans nos... Voilà, un petit lien avec finalement notre rubrique voiture. On vous a parlé, donc dimanche 23 avril, c'est dimanche 23 avril 2023, c'est 10 ans après le dimanche 23 avril 2013. Pardon, qui n'était pas un dimanche du coup, mais en tout cas après le 23 avril 2013, qui était le jour où la loi sur l'ouverture du mariage à tous les couples en France a été ouverte par un vote du Parlement. On a appelé ça le mariage pour tous, mais c'était bien l'ouverture du mariage à l'ensemble de tous les couples, y compris donc les couples de même sexe, et ça a suscité beaucoup de réactions. À l'époque, ça a été un peu un déchaînement, ça a été un moment un peu compliqué à vivre. C'est toujours un peu compliqué à vivre d'ailleurs pour une partie ou même une grande partie de la communauté LGBT, parce que quand on voit certaines personnes qui aujourd'hui miraculeusement retournent leur veste sans aucune excuse par rapport aux propos qui sont allés parfois jusqu'à des propos haineux qu'ils ont pu susciter, voire dire à l'époque, c'est pas une excuse, c'est « Ah, je me suis trompé ». Ah ben oui. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on peut être rassuré. Après 10 ans, la société ne s'est pas écroulée, n'est-ce pas, puisque c'était ça qui était prédit par ceux qui s'opposaient à l'ouverture du mariage à tous les couples de même sexe. Mais c'est vrai que ça a laissé des traces profondes parce qu'il y a eu beaucoup de mots et de propos blessants, parce que oui, être homosexuel, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas, c'est quelque chose qu'on est, et donc tous les propos qu'on a pu entendre, c'était dirigé contre ce qu'on est, et donc pas par rapport à des choix qu'on a pu faire, mais bien par rapport à qui on est, et donc forcément c'est extrêmement blessant.
On peut quand même dire qu'aujourd'hui, donc en 2013, on a eu 70 000 mariages de couples de même sexe, hein, si je lis bien les messages qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et ça c'est quand même une très très bonne nouvelle. Ça veut dire aussi on a 70 000 couples qui ont réussi à avoir une légitimité dans leur couple, avec les bénéfices que les autres couples hétéros pouvaient avoir, et simplement qu'on peut simplement vivre notre vie tranquillou, et qu'on n'est pas considéré comme des gens à part ou une catégorie inférieure. Il faut bien voir que finalement l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, c'est donner des droits supplémentaires à une partie de la population, mais ça ne retire aucun droit à la partie de la population qui déjà avait ses droits en fait. Ce qui parfois est un petit peu oublié par les personnes qui s'opposent à ces lois ouvrant le mariage aux autres couples. Tout à fait. Non, et donc pour nous, on s'est mariés. Oui, c'est pas fini. C'est pas fini parce que du coup, pour nous, on peut peut-être en parler un petit peu quand même. Pour nous, l'adoption de cette loi a été quand même un moment important. Enfin, c'était assez émouvant. En même temps, Guillaume l'a dit, ça a été l'objet de beaucoup de libération de la parole par des gens qui ont tenu des propos très difficiles à entendre et très blessants. Donc à la fois c'était très chouette parce que c'était pas le cas de tout le monde, on le précise aussi. Non, c'était pas le cas de tout le monde. Il y avait vraiment des gens qui aujourd'hui retournent leur veste comme si de rien n'était passé, qui ont été porteurs de cette parole. Oui, voilà, il y a une instrumentalisation politique aussi aujourd'hui de voilà pourquoi est-ce que c'est aussi un contexte politique qui est en ce moment utilisé. Nous, ça nous a pris un petit peu de temps après l'adoption de cette loi pour réfléchir, en parler aussi dans nos familles, et finalement passer le pas. On s'est mariés il y a 5 ans. On est très heureux, et on est aussi heureux d'avoir pu obtenir le même statut que les autres couples qui, comme je dis toujours, payent leurs impôts comme tout le monde, et donc juste avoir les mêmes emmerdes et les mêmes trucs, et si on veut divorcer, avoir la même procédure de divorce, et pas simplement être cantonné au Pacs, ce truc là un peu inférieur qu'on vous avait déjà donné il y a quelques années, parce que ça a été aussi voilà. Et donc on est très heureux aujourd'hui de pouvoir constater que le mariage des couples homo est devenu une banalité. C'est devenu quand on voit qu'ici en Belgique ça a quand même été très en avance, hein. Ils avaient 10 ans d'avance sur la France. Ça devient la normalité, et ça, il n'y a rien de plus chouette. On peut regretter quand même que dans le reste de l'Union européenne, ça ne soit pas le cas partout. On a plutôt des discours qui vont à l'opposé en Italie, par exemple. Ou en Hongrie. Et en Hongrie, mais ils n'ont jamais été. Il n'y a jamais eu une once d'ouverture. Donc, en Italie non plus. Il y a certaines mairies quand même qui avaient été un peu ouvertes. Oui, mais localement, on ne sait pas. Peut-être qu'en Hongrie, j'ai pas suffisamment d'infos pour dire qu'en Hongrie, il n'y avait pas localement des mairies un peu plus progressistes que d'autres. Il y en a peut-être aujourd'hui encore qui le sont. Simplement, les retours qu'on a au niveau national sont en Italie comme en Hongrie extrêmement inquiétants sur ces sujets-là. Voilà, donc quand même en 2023, on voit que les droits de tout le monde et la protection de ce qu'on appelle les minorités, parce que les LGBTQIA+, c'est une minorité, elle ne s'est pas encore garantie partout. Et donc on est heureux aussi de pouvoir simplement, aussi au travers de ce podcast, montrer qu'on a une vie de couple tout à fait banale, et qu'on participe de cette banalité et de normalité. Oui, c'est ça. Absolument. Bon. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Si vous êtes arrivé au bout, bravo, merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note et ou un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré, et un like sur YouTube ou Twitter, ou un pouce bleu sur Facebook. Et surtout, partagez.
Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours, ou vous le savez le dimanche soir pour les plus au taquet, les plus pressés. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous, à très vite pour de nouvelles tranches Coloré.